Bonjour à tous, on va vous laisser tranquillement entrer pour ce webinaire sur les lentilles associées dans le cadre du projet AssoProtect. On va se donner une petite minute, le temps que tout le monde arrive avant de démarrer. J'en profite pour rapidement me présenter. Lola Serret, chargée de mission recherche à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui était dans le copilotage et la co-animation de ce projet avec Olivier Guérin. Eh bien, je vous propose qu'on démarre tranquillement ce webinaire qui est un programme assez riche. Donc aujourd'hui, pour le troisième et dernier de notre série de webinaires sur les associations de culture, on va aborder les lentilles associées avec des retours d'expérience, d'essais sur les bénéfices agronomiques. Je te laisse passer la diapo, Olivier. Quelques informations pratiques sur le déroulé du webinaire. Vos caméras et micros sont normalement automatiquement désactivés. Donc pour le temps de questions-réponses qu'on prendra tout au long de ce webinaire, privilégiez plutôt le module Q&R, questions et réponses. On regardera aussi dans la conversation, mais privilégiez si possible ce module-là pour vos questions. Et puis même si on a le temps à la fin, on verra pour ouvrir les micros et pouvoir poser nos questions plus librement. À savoir que ce webinaire est également enregistré pour être diffusé en replay par la suite. Quelques mots rapides d'introduction sur le projet AssoProtect, qui est un projet assez court sur 2 ans, qui a démarré l'année dernière et qui se terminera en fin d'année, qui a pour objectif de capitaliser les connaissances qu'on a sur les effets des associations de culture avec un angle protection vis-à-vis des bioagresseurs, donc à la fois adventices, ravageurs et maladies, en grande culture biologique et conventionnelle, pour renforcer l'appropriation de ces connaissances, que ce soit auprès d'une cible agriculteur, mais aussi conseiller. On s'est réunis dans ce projet plusieurs chambres régionales et départementales, plutôt côté ouest, mais avec aussi la chambre du Jura notamment, les chambres de Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine. En association, en partenaire associé également la FDGEDA du Cher. Et puis, dans un cercle un peu plus éloigné, Terre Innovia, l'ECUMA, qui nous ont aussi permis d'aborder ce qui n'était pas approché dans le projet, notamment en termes de tri des associations, qui peut être un frein parfois. Donc voilà, des collaborations pour aller un peu plus loin sur les ressources disponibles que celles traitées dans le cadre du projet. Dans ce projet, on s'est focalisé sur 4 types d'associations dont on a jugé les connaissances relativement matures et un certain nombre en tout cas de références disponibles pour pouvoir les transférer. Donc on a travaillé essentiellement autour du colza associé, des lentilles associées, des céréales protéagineux avec soit une dominante céréale, soit une dominante protéagineux, et également sur des associations de céréales avec des légumineuses pluriannuelles à petites graines comme des trèfles ou des luzernes. Pour le déroulé de ce webinaire, donc on vous propose de revenir sur une enquête qui a été menée l'année dernière auprès de producteurs, notamment sur leurs freins et motivations à faire de la lentille associée, donc présentée par Olivier Guérin de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, Guillaume Ouivet de la FDGEDA du Cher nous présentera une synthèse de référence issue d'un travail bibliographique sur les effets de la lentille associée sur certains bioagresseurs.
Puis on abordera des résultats d'essais qui ont été menés notamment pendant 2 ans dans 3 sites différents dans le cadre du projet AssoProtect, mais également combinés à des résultats d'autres projets, avec Céline Bourlet de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire et Caroline Coquoil pour la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et enfin, on aura la chance d'avoir deux retours d'expérience, 2 témoignages agriculteurs de Nicolas Richonnier et Gilles Le Guello sur des associations également de lentilles. Avant de laisser la parole à Olivier, on a un petit sondage pour vous, pour prendre un peu connaissance des freins à la réussite de la lentille associée selon vous. Quels sont-ils? Est-ce que vous faites face comme frein plutôt à des rendements irréguliers, une faible concurrence vis-à-vis des adventices, des problèmes, une complication du désherbage mécanique ou chimique, un impact des bruches en végétation, des difficultés par rapport à la verse ou gestion des maladies? Alors, est-ce qu'il s'affiche chez vous? C'est bon, super. Donc, on vous laisse une petite minute pour remplir ce sondage. Donc, on a une hétérogénéité, un peu une belle répartition dans les réponses. Plutôt un tiers des répondants, là, plutôt des difficultés à la verse, des problèmes de verse qui entraînent des difficultés de récolte sur la réussite de la lentille, des rendements irréguliers en fonction des années. Et puis aussi de l'ordre de 10-15%, faible concurrence aux adventices, impact des bruches, difficultés pour le désherbage. Et un peu moins par rapport à la gestion des maladies, seulement 2%. Alors ensuite, j'ai un deuxième sondage pour vous, à savoir la proportion de lentilles conduites en association sur votre territoire. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de lentilles conduites en association? Si on est plutôt sur moins de 25% des surfaces, entre 25 et 50, de 50 à 75 ou plus de 75%. On a une majorité de réponses sur oui de 25 à 50%. On a 41% des réponses. Ou moins de 25%. 32% des réponses. Peu de non, 4%. Donc la lentille est quand même, lorsqu'il y en a majoritairement, conduite en association. Parmi les répondants en tout cas. Et assez peu, 13%, oui, de 50 à 75% ou plus de 75%, ce qui n'est pas non plus très, très surprenant. Eh bien, merci pour vos réponses et puis je laisse la parole à Olivier Guérin sur les freins et motivations des producteurs. Merci Lola pour cette introduction et donc ces questions liminaires. Donc moi je vais vous faire la restitution d'une enquête qui a été menée par une élève ingénieure de Purpan qu'on a accueillie dans le cadre du projet et qui a mené voilà, notamment ce travail de caractérisation des freins à la fois des producteurs et des conseillers, mais je vais plutôt faire un focus sur les producteurs par rapport à la lentille conduite en association. Voilà. Donc cette enquête en ligne avait voilà, pour objectif de mesurer, caractériser les pratiques des agriculteurs et des conseillers, d'identifier les motivations et les freins, savoir, enfin mesurer comment a été perçus les effets de l'association sur les BESR ou en tout cas les effets agronomiques recherchés, et puis d'identifier les besoins de référence et la forme de diffusion de ces références sur la question de la lentille associée.
Donc, on a diffusé ce questionnaire et tout le monde pouvait répondre à la fois sur le colza, les céréales protéagineux, les lentilles, enfin les quatre associations que Lola a mentionnées. Et donc, on avait un peu plus de 200 répondants. Et sur ces 200 répondants, il n'y en avait que 20 qui produisaient de la lentille. Et sur ces 20 producteurs, 10 qui produisent de la lentille en association. Donc, voilà, ça fait un nombre relativement restreint. Après, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour. Et donc, les producteurs étaient principalement localisés donc sur une zone qui va de la Loire-Atlantique jusqu'au Cher, et donc sur des zones de production de lentilles. Et voilà. Donc, et essentiellement dans la zone des partenaires d'Assaut Protect. Pour ce qui concerne les conseillers, donc 114 conseillers ont répondu. Questionnaire, vous verrez, il y a quelques niveaux de questions que je vous présenterai. Et donc là, on a une répartition un petit peu plus large sur la France. Donc on retrouve le croissant des terres à cailloux qui part de Poitou-Charentes et qui va jusque en Côte d'Or. Enfin, voilà, et puis, on a également des zones de production de lentilles, plutôt Bretagne, Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Et donc, plus habituellement, également des zones de production en bio hein, qui sont dans le sud-ouest, hein, donc Gers et l'Aude. Voilà. Donc, sur les 20 répondants, donc, la caractérisation des 10 répondants qui produisent la lentille en association, donc c'est tous des bios qui ont répondu, principalement des céréaliers. Et donc, en termes de type de travail du sol dans la succession, aussi bien des gens qui labourent que des TCistes, hein. Et donc des pratiques plutôt récentes, hein. Donc des gens qui pratiquent cette association depuis moins de 6 ans, peu de vieux routiers de la conduite de la lentille en association. Voilà. Et donc, pour faire écho à la question que Lola avait posée tout à l'heure, hein, donc il y a une forte proportion des surfaces qui est conduite en association, hein. Plus de 50% des producteurs ont plus de 75% de la surface conduite en association. Voilà. En termes d'intérêt et de motivation, donc pour la conduite de la lentille en association, alors vous allez voir, ce se recoupe beaucoup, hein. Le principal effet recherché, c'est l'effet tuteur et limiter l'averse à la récolte hein, pour les agriculteurs qui produisent la lentille en association. Le deuxième item, c'est rechercher une concurrence vis-à-vis des adventistes, 30% des répondants. Et puis, bien sûr, la double récolte, hein, quand la cultive soit avec une céréale, soit avec une crucifère. Donc le total des réponses hein, fait plus de 100%, parce que les personnes pouvaient répondre à plusieurs effets recherchés. Et pour ceux qui ne produisent pas la lentille en association, donc on a grosso modo la même chose hein, pour les deux premiers items, mais le deuxième effet identifié pour ces producteurs-là, c'est mettre en place notamment des plantes avec du nectar qui seraient en mesure d'accroître la biodiversité fonctionnelle. Du point de vue des conseillers, donc pour les 28 qui conseillent la lentille en association, donc on retrouve exactement les mêmes items que ceux cités par les producteurs, avec des proportions un petit peu différentes, hein, mais l'effet tuteur est plus souvent cité. Voilà. Et pour les conseillers qui, eux, ne conseillent pas la lentille, donc là c'est plutôt eux ce qu'ils identifient comme étant intéressant. Donc à la fois l'effet tuteur adventice et alors un effet azote. Alors on ne l'a pas demandé d'expliciter pourquoi, mais c'est vrai que c'est une réponse qui en tout cas moi me surprend. Voilà. Les freins et les limites pour les agriculteurs qui produisent en association, donc c'est d'abord le tri, euh, deuxièmement le coût des semences, et puis le fait que ça complexifie la gestion des adventices. Donc tout simplement parce que voilà, il y a un arbitrage à faire une fois qu'on a semé la lentille et la plante compagne. La question c'est est-ce que je fais suffisamment confiance à la présence des plantes compagnes pour concurrencer les adventices, ou est-ce que ben, je fais un passage ou de hersétrie ou de désherbage parce que j'identifie une pression adventice qui risque de compromettre le rendement. Et donc, les agriculteurs qui ne produisent pas, et là c'est intéressant, ça veut dire que un des objectifs du projet Assoprotec, c'est de produire et de capitaliser sur la connaissance pour transférer et donner envie de faire. Donc, les 10 agriculteurs qui produisent de la lentille, mais pas en association, ne le font pas parce que, ils ne connaissent pas la pratique ou parce qu'il y a un manque d'expérience, et puis aussi parce qu'ils craignent que ça complexifie la gestion des adventices.
Du côté des conseillers, donc voilà, ce qui les freine ou ce qui leur pose problème quant à la mise en place d'un conseil de lentilles associées, c'est d'abord le tri, mais également le manque d'expérience. Donc voilà, l'idée c'est peut-être aussi de ressourcer les conseillers avec ce qu'on peut produire dans le cadre d'Asso Protect, et puis également d'identifier la concurrence de la plante compagne sur la culture principale et perte de rendement potentielle. Pour ceux qui ne conseillent pas la lentille associée, c'est d'abord un manque d'expérience, hein, et puis identifier également le tri et une gestion perçue comme plus compliquée des adventices. Voilà. Donc, pour les 10 répondants qui ont dit qu'ils cultivaient la lentille en association, donc on retrouve 70% qui la mettent en association avec de la camine, 20% avec du lin et 10% avec de la moutarde de brune. Donc le devenir de la plante compagne, donc elle est récoltée dans 60% des cas, dans 30% des cas, elle est éparpillée par la moissonneuse batteuse, donc c'est principalement quand c'est de la cameline, étant donné que la graine est de petite taille, hein, on est sur des PMG de l'ordre de 1, et donc en mettant un petit peu plus de vent, on arrive à disperser ça au moment de la récolte, et puis dans 10% des cas, la plante compagne est décimée, donc notamment s'il y a des feuilles à des chardons qui dépassent, et donc dans ce cas-là, elle est entre guillemets sacrifiée. Et donc, en termes de destination, quand la plante compagne est récoltée, c'est soit pour l'alimentation humaine et animale dans un tiers des cas, soit pour l'alimentation humaine dans deux tiers des cas. Donc, c'est principalement dans ce cas-là pour produire de l'huile alimentaire de cameline. Voilà, le tri est réalisé dans 5 cas sur 6 à la ferme. Voilà. Sur les adaptations de conduite, donc on a, quand on est notamment avec de la camine, puisque vous voyez c'est prépondérant dans les répondants, des tailles de graines qui sont différentes, et donc des mélanges qui peuvent se détrier. Et donc souvent, dans 20% des cas, il y a une adaptation au semis, donc soit par le passage d'un semoir supplémentaire pour la plante compagne, ou d'utiliser un semoir à double caisse ou double trémie pour semer les deux plantes séparément, donc, et parfois à des profondeurs différentes. Et 40% des agriculteurs ont adapté le semoir qu'ils ont sur la ferme. Voilà. Donc sur la gestion des adventices, donc comme cette association, ou en tout cas cette culture, est perçue comme une plante peu concurrentielle vis-à-vis des adventices, 20% des producteurs la mettent en place sur des parcelles plutôt à faible pression d'adventices. 10% sèment la camine après un désherbage de la lentille, notamment à l'RC tri, et 20% disent adapter le désherbage mécanique pour préserver la plante compagne en début de cycle, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation de l'itinéraire technique par rapport à la conduite en pur. Et donc là, c'est autre chose, mais c'est lié aussi à la présence des adventices, mais plutôt pour faciliter la récolte. 40% indiquent avoir recours au fauchage en dénasse pour précocifier la récolte, l'homogénéiser, et puis éviter d'avoir du verre qui peut provoquer des problèmes de bourrage à la récolte. Voilà. En termes de satisfaction, on est grosso modo à deux tiers de satisfaits et 70% des répondants qui disent qu'ils vont maintenir les surfaces de lentilles en association. Et donc, pour ce qui concerne le sujet d'AssoProtect, qui est de mesurer en quoi l'association permet de lutter contre des bioagresseurs ou des problèmes, ou résoudre en tout cas des problèmes agronomiques. Donc, on fait un focus sur les adventices en termes de perception. Voilà, grosso modo, que ce soit sur les vivaces, les dicotylédones ou les graminées, le fait de conduire la lentille en association, ça ne change pas la donne par rapport à une conduite en pure. Peut-être que ça pose un peu plus de problèmes pour 20% d'entre eux, mais grosso modo, c'est équivalent. Voilà. Et donc là, je ne vous mets pas les graphiques pour les maladies et les ravageurs, mais les producteurs n'identifient pas de différence pour une lentille associée par rapport à une lentille conduite en pure. En revanche, ce qui est clairement remonté, c'est que le fait d'avoir une plante tutrice permet de limiter l'averse à la récolte. Et donc, pour 70% des agriculteurs, ça permet de réduire l'averse à moins d'une année sur trois. Voilà, alors il y a quand même des producteurs qui indiquent qu'ils ont quand même régulièrement de l'averse, mais cette verse peut être aussi réduite en intensité, notamment avec des tuteurs. Donc, c'est en partie ce qui sera illustré dans la suite du webinaire.
Voilà. Et puis les sources d'information des agriculteurs, donc c'est principalement avec l'appui d'un conseiller agricole, donc 8 sur 10, mais également des échanges entre agriculteurs, des consultations de documents, mais dans une moindre mesure. Voilà. Et donc, quand on demande aux agriculteurs pratiquant la lentille en association les thématiques sur lesquelles ils auraient besoin de progresser, donc c'est principalement sur les espèces et les variétés associées. Ça tombe bien, c'est en partie ce qu'on a fait dans Asso Protect. Quatre disent que pour eux, il n'y a pas de manque de connaissances. Et puis les questions plus de tri, d'itinéraire technique, de réglage, etc., ça, c'est un petit peu moins souvent cité. Et en termes de format, donc, c'est important pour nous aussi de savoir sous quel format ce genre d'information peut être consulté. Donc c'est principalement pour ce public-là des fiches techniques, des visites d'expérimentation, des tours de plaine. Et voilà, des webinaires, des outils d'aide à la décision, etc., c'est beaucoup moins cité. Voilà. Quand on pose le même type de questions, alors pas tout à fait de la même manière, mais aux 10 personnes qui produisent de la lentille, mais solo, qu'est-ce qui pourrait vous inciter à la mettre en place en association? Donc, c'est d'abord d'avoir des preuves de la rentabilité de cette technique, donc du chiffrage, d'avoir des documents convaincants, éventuellement des retours de producteurs, etc., d'avoir des itinéraires techniques opérationnels. Donc là, ça va faire écho à ce que je vais vous dire après. C'est-à-dire que notamment, des ateliers de co-conception sont cités par trois d'entre eux, hein. C'est-à-dire avec le matériel qu'il y a sur la ferme, comment je peux construire et identifier un itinéraire qui serait en mesure de, de produire de la lentille de manière sereine. Puis bah, voilà, il y a les mêmes formats qui sont cités que ceux précédemment présentés. Voilà. Merci Olivier. Je propose qu'on passe à la partie sur la synthèse de référence présentée par Guillaume. Et puis après la présentation de Guillaume, on reviendra sur un petit temps d'échange, 5 à 10 minutes de questions. Je vois qu'il y en a déjà. N'hésitez pas à les poser tout au fil pour pas les oublier. Et donc on prendra la première série de questions après la présentation de Guillaume. Bonjour à tous. Olivier, pour l'instant, je n'ai pas le contrôle de la présentation. Pardon, je vais passer les Tu vas passer présentations. le diapo. Voilà. Ok, du coup, Guillaume Rivet de la FDG d'Aluchère. Moi, je vais vous présenter ce qui ressort de l'analyse de la bibliographie qui a été réalisée sur la thématique des lentilles associées. Donc, on a fait un travail de caractérisation de l'ensemble des publications qu'on a pu trouver ou qui nous ont été communiquées par les différents partenaires du projet. Donc l'idée, c'était déjà de caractériser le type de document. Est-ce qu'on est sur du compte-rendu d'essai? Est-ce qu'on est sur de la fiche technique? Est-ce qu'on est sur du guide pratique? Est-ce qu'on est sur du témoignage? Son origine? Est-ce qu'on est en bio ou en conventionnel? Et ce qu'il faut bien comprendre dans la présentation qui va suivre, c'est que nous, on a retravaillé chaque publication pour faire des comparaisons deux à deux entre la culture cultivée, donc là la lentille, et l'association. Ça veut dire que, mettons, sur un résultat d'essai où on a trois cas de comparaison, derrière, dans la base de données, ça va redonner trois, quatre lignes à chaque fois. Bon, vu qu'on va comparer deux à deux, la lentille avec la caméline, ça fait une ligne, la lentille avec l'orge de printemps, ça fait une autre ligne, si les deux étaient présents dans un essai. Et ensuite, l'intérêt du projet, c'était bien sûr de caractériser l'effet de chaque association sur les bioagresseurs. Donc là, on a travaillé à chaque fois sur l'effet sur les adventices, l'effet sur la gestion des maladies, l'effet sur les ravageurs. Voilà. Et également, on a intégré forcément des indicateurs sur le rendement et la qualité de la récolte dans l'analyse qui a été faite derrière. Tu peux passer à la suite, Olivier, s'il te plaît. Voilà. Donc l'échelle d'appréciation des bioagresseurs. Je voulais finir sur la diapo d'avant, s'il te plaît, rapidement. Euh, voilà. Donc les effets, ils vont en échelle de négatif à positif, et on a également introduit du non conclusif si mettons, l'essai n'est pas assez précis pour conclure sur l'effet, et également du non étudié, parce qu'en fonction des publis, il y a des angles qui n'ont pas forcément été étudiés, vous verrez notamment sur la partie maladie. Du coup, on peut passer à la suite, s'il te plaît.
Voilà, donc les majorités en grande partie, elles sont issues du réseau des chambres d'agriculture plus FDGEDA et également pas mal de publics en partenariat avec Terre Innovia. On a quand même sur cette thématique moins de données disponibles que pour les précédentes thématiques traitées en webinaire. Là, on a 3 publications qui donnent 11 comparaisons étudiées et avec notamment une publication conséquente qui est issue du projet W-Solent. Et ce sont des références qui sont 100% bio. Voilà, donc c'est important à citer. Au niveau des régions représentées, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France. Donc on n'est pas forcément du coup dans les bassins de production historiques non plus pour toutes les publications qu'on a pu avoir sous la main. Sur la question de la double récolte ou de la récolte uniquement de la lentille, en fait là on avait 100% de d'associations qui étaient récoltées en double récolte, où l'objectif c'était bien de récolter et la lentille et la plante compagne. J'ai vu le commentaire qui est passé, non, on n'a pas vu passer de publi INRA sur ce sujet-là. Soit on ne nous en a pas fait passer, soit dans notre biblio qu'on a fait nous-mêmes, on n'en a pas détecté. Mais s'il y en a, on peut éventuellement les raccrocher. Ça peut faire partie des suites du projet. Voilà. Donc on a majorité d'associations qui sont soit à base de céréales. Donc là, il y a différentes céréales qui ont été testées, avoine de printemps, orge de printemps, épeautre et blé, et également la caméline qui est assez fortement représentée, et également derrière des associations de plantes compagnes qui ont pu être réalisées. Donc là, on l'a déjà abordé, la question de la double récolte, c'était la règle dans les publics qu'on a eus. Du coup, maintenant, on enchaîne sur l'effet sur les bioagresseurs. Donc, sur la partie adventice, et ça, c'est un résultat qui est commun finalement à l'ensemble des cultures associées qu'on a pu tester. On a quand même en général des effets qui sont positifs à plutôt positifs. Voilà, lorsque ça a été étudié, sachant qu'on a quand même des, des publications sur lesquelles ça a été pas forcément toujours étudié. Voilà, mais ça c'est vraiment un résultat qui est commun, et notamment lorsqu'on est en bio, et je vous ai dit là on est en bio, on a toujours l'effet de la concurrence de la plante qui est associée à la culture principale qui rentre en jeu. L'effet sur les ravageurs. Donc là, on a des effets qui sont soit, soit ça n'a pas étudié, soit on a des effets qui sont plutôt neutres, sachant que sur les publics que nous on avait, c'était plutôt des effets sur les brouches qui avaient été testés. Et là, on se rend compte que associé ou pas associé, sur le taux de bruche du grain au final, il n'y a pas d'effet. Je vais rebondir juste 2 minutes sur un résultat qu'on a eu dans les mélanges céréales protéagineux, où on peut faire le parallèle, où on avait quand même quelques publications qui montraient un effet positif de l'association sur les cétones. Donc ça, c'est peut-être un résultat qu'on pourrait finalement transférer sur la lentille associée céréales. Donc à réfléchir, soit nouveau thème d'essai ou des choses à observer dans les essais mis en place. Peut passer à la suite. Sur les maladies, et là c'est pareil, globalement sur l'ensemble des publis, pour toutes les associations étudiées, c'est un petit peu l'angle mort. Soit parce que les essais n'étaient pas calibrés pour, on a eu quand même beaucoup d'essais, toutes cultures associées confondues, qui étaient orientées, enfin déjà production, adventice ou ravageur, mais assez peu maladie. Donc là, on n'a pas eu de publi où cet angle d'attaque était étudié de savoir si la culture associée pouvait avoir un effet sur la partie maladie des lentilles. Sur le rendement, eh ben, là, on va dire qu'on ne peut pas trancher, on est plutôt sur des choses qui sont non conclusives, et après, soit neutres, soit plutôt positifs ou négatifs. On verra que dans les résultats plus récents, notamment lors du projet, on peut avoir des choses qui ressortent, notamment au travers de l'effet tuteur. Hein. Et comme nous, l'angle d'attaque, il était plutôt bioagresseur, l'effet tuteur ressort pas forcément dans cette synthèse biblio,
mais il peut avoir un effet sur la quantité de lentilles qui devient récoltable. Pas forcément sur le potentiel de la culture en tant que telle, mais sur la quantité de lentilles qu'on peut effectivement récolter mécaniquement. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui sera modulé plus tard. Du coup, là, c'est le tableau conclusif. Donc, ce qu'il en ressort, globalement, c'est que, voilà, sur les adventices, on a des effets plutôt positifs. Que sur le rendement, bah, c'est non conclusif ou au moins neutre. Donc, on va dire que, au moins en bio, il n'y a pas aujourd'hui de contre-indication technique à l'association. Après, on va dire que dans l'approche éco, et ça a été dit dans les enquêtes, c'est enfin, le rapport entre le gain et éventuellement le coût du triage arbitré, mais on va dire que techniquement, jusqu'à la récolte, ça pose pas forcément de soucis, qu'on est plutôt sur un bilan globalement positif. Super, merci Guillaume pour cette présentation, un peu ce tour d'horizon des références sur les lentilles associées. Donc voilà, un petit corpus qu'on a pu recenser avec certainement peut-être voilà, des documents aussi qui ont pu nous échapper. On avait échangé dans le cadre du projet avec Laurent Bédoussac, notamment sur la gestion des bruches. Je voyais en question dans la conversation. Peut-être pour revenir sur les types d'espèces associées à la lentille. Voilà la question du blé qui était peut-être pas citée, voilà, de retour d'expérience, peut-être revenir sur les espèces les plus souvent associées à la lentille et l'impossibilité ou le choix d'en privilégier plutôt certaines que d'autres en fonction du tri. On a parlé aussi un peu des débouchés sans gluten. Qui souhaite revenir là-dessus, plutôt Olivier, c'était plutôt pendant ta partie. Ouais, disons que alors, historiquement, il y a des zones de production, notamment dans le sud-ouest, où effectivement le blé de printemps peut être associé à de la lentille. Voilà, il y a le problème du gluten qui se pose, et puis il y a aussi également un problème de triage, parce que du coup, les tailles de graines de lentilles et de blé peuvent facilement être taille et forme peuvent être facilement proches. Donc, c'est pour ça que dans pas mal de régions, il a été opté pour des graines de plus petite taille, quoi, hein. Voilà. Et je reviens sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a une partie des producteurs, ou en tout cas une partie des collecteurs, qui préfèrent, par exemple, collecter la cameline en culture pure et pas forcément de la cameline issue de lentilles, parce qu'il y a des problèmes de triage supplémentaires et de qualité des graines. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, la cameline est retenue principalement parce que, elle est facile à trier au champ à la moissonneuse-batteuse. Et sur justement la question des trieurs, est-ce qu'on sait quels trieurs ont les agriculteurs? Donc, je pense que c'est de manière générale. Et puis, bah, peut-être on pourra voilà, poser la question aussi à nos deux témoins agriculteurs. Est-ce qu'ils sont équipés, eux, en propre de trieurs? Si oui, lesquels? Ou est-ce que vous faites appel voilà, à d'autres moyens? Sur le type de trieur, je n'aurai pas la réponse. Je pense que, on profitera des témoignages pour qu'ils en parlent. Voilà. Nicolas, peut-être tu souhaites réagir sur la question des trieurs ou Gilles? Alors, le trieur, oui, principalement, je pense que c'est les trieurs à grille que les agriculteurs doivent avoir pour trier grossièrement la lentille des gros morceaux, quoi. Après, bah, peut-être quand je discuterai tout à l'heure, on pourra peaufiner un peu sur le triage parce que je faisais partie d'une société de triage, donc je m'occupais d'une ligne complète avec plein de successions de machines. Donc, les essais que j'ai faits, c'est par rapport au triage aussi, quoi, et la revalorisation derrière. Merci. Est-ce que Gilles, tu souhaites compléter aussi sur cette partie trieur? Bah, le tri, c'est la grosse partie, moi, sur les lentilles. Enfin, moi, personnellement, j'ai un trieur à plat, JK Machinerie. Et autrement, je fais appel à un prestataire, il y a une Cuma, enfin, qui est pas très loin.
de chez moi. Donc, ils ont la totale, c'est-à-dire qu'ils ont un trieur à plat, tas densimétrique, trieur optique. Donc voilà, enfin, c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des cailloux, enfin, et d'autres plantes, il faut avoir ce genre d'outils, quoi. Il y en a aussi qui ont des trieurs toboggans aussi pour séparer la lentille, enfin, du blé, enfin, d'une céréale. Très bien, merci. À savoir, donc il y a peut-être d'autres ressources hein, sur la question du tri qui n'était pas forcément nous notre objet d'étude dans AssoProtect, mais côté CUMA Ouest, Pays de la Loire, il y a une boîte à outils, un peu centre de ressources sur tout ce qui est tri, notamment disponible en ligne si vous avez voilà, besoin d'aller un peu plus loin sur le sujet. Donc on y reviendra dans les témoignages et puis je vous mets aussi dans la conversation un lien si jamais ça vous intéresse. Oui, et juste une petite remarque par rapport à une question qui a été posée. C'est vrai que nous, dans les publications qu'on a gardées dans la biblio, on a fait du tri, on a essayé de garder que les publications où, à un moment donné, on parlait de gestion des bioagresseurs. Donc, tout à l'heure, j'ai vu la question sur des essais potentiellement sud-ouest où il y avait des effets de rendement qui seraient différents de ce qu'on a présenté. Peut-être qu'on ne les a pas retenus parce que ça parlait ni de gestion des ravageurs, ni de gestion des adventices, et que du coup, comme c'était l'angle d'attaque du projet, on a quand même resserré le spectre sur ces publications-là. Voilà. Et c'est vrai qu'on a cherché dans la littérature, on va dire grise, hein, aussi dans les réseaux des chambres, des GEDA, etc., sur capitaliser sur les projets qu'on a déjà menés. On est allé chercher aussi donc des publications scientifiques. Et sur cette question des bioagresseurs, c'est vrai qu'on était un peu surpris finalement de voir peu de références ressortir. Alors il y a peut-être aussi un biais de publication où sur la question des ravageurs, c'était très souvent compliqué de mettre des choses en évidence et pour publier dans certaines revues, des résultats positifs, on va dire, peuvent permettre d'être plus facilement publiés ou on s'auto-censure un petit peu peut-être sur conclusif. Donc voilà, il y a certainement des travaux qui nous ont échappé, mais de manière générale, euh, peu de travaux encore sur les lentilles associées, les effets réellement des bioagresseurs, donc encore des choses à poursuivre là-dessus. Côté remarque, pour continuer par rapport à la question notamment du blé associé, donc plutôt là des commentaires, des remarques, puisque des questions sur le fait que le blé n'a pas forcément une marge très bien valorisée et donc le coût d'un triage supplémentaire avec des outils voilà, un peu plus techniques, notamment optiques, peuvent être un frein également. Et évoquer aussi le frein du stockage des mélanges, qui n'est pas toujours évident pour les organismes stockeurs. Donc ils peuvent aussi constituer des freins à la mise en œuvre d'associations sur le terrain. Je vous propose qu'on passe à la suite. Alors je vais encore vous solliciter par un petit sondage rapide. Donc 2 questions que je vais vous soumettre avant qu'on passe à la partie présentation résultats d'essai. On voulait vous demander, on en a évoqué quelques-unes, mais chez vous, quelles sont les espèces de plantes de service, les espèces associées les plus représentées en association avec la lentille? Il y a ce qu'on a pu remonter dans les enquêtes, dans les études, mais voilà, vous, chez vous, quelles sont les espèces les plus représentées? À 47%, c'est 50%, c'est plutôt la cameline, qui est majoritairement mise en association.
suivi de l'orge, une vingtaine de pourcents. Avoine lin à égalité avec 12%. Et puis plutôt peu associé, le seigle ou la moutarde à seulement 2%. Et enfin, dernière question qu'on a un peu évoquée dans les présentations précédentes, alors à remobiliser, voir si vous avez bien suivi. Pour quel objectif est associée la lentille? Pour réduire l'averse à la récolte, concurrencer les adventices pour une double récolte, pour perturber les insectes ravageurs. Ou encore ça peut être autre. Et puis on viendra vous questionner en fin de webinaire sur les autres objectifs. Dans la majorité des cas, plutôt 45% ont répondu un objectif de réduction de l'averse à la récolte. Un petit quart des réponses pour la concurrence des adventices ou encore un objectif de double récolte et dans une moindre mesure une perturbation des insectes ravageurs. Donc, comme on l'a vu, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'effet très net encore démontré. Merci pour votre participation et je laisse la place à Céline et Caroline qui vont nous parler des résultats d'essai. Du coup, je vais vous présenter les résultats des essais qu'on a conduits dans le cadre du projet, donc sur les 2 années 2024 et 2025. Et on s'est surtout intéressé au choix de la plante compagne associée avec la lentille. Donc, je vais vous présenter les résultats d'abord des essais et Caroline enchaînera après avec les conclusions qui étaient sorties du projet W Solent, qui a travaillé aussi sur la lentille associée mais avec d'autres plantes compagnes. Et donc, ça permettra d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui a fait tester là pour l'instant dans ces 2 projets. Du coup, chaque année, dans le cadre du projet, on a eu 3 essais. Donc, un essai conduit par la Chambre d'agriculture de Bretagne à Kerguenec, un essai conduit par la Chambre d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres au Bouet, et un essai conduit en Eure-et-Loire, donc 2 sites assez proches. Donc, sur ces 3 départements, on a eu un essai en 2024 et un essai en 2025. Donc, c'est des essais en micro-parcelles, répétés et randomisés. Donc, ça implique d'utiliser du matériel expérimental. Donc, ça peut avoir eu un petit impact sur les résultats, notamment sur les rendements en lentilles. Donc, on en parlera plus tard. En termes de modalités, donc on avait les mêmes modalités, en tout cas le même tronc commun sur les 3 essais sur les 2 années. Donc on avait toujours un témoin, une lentille pure. On est parti sur la variété Anicia, donc on est en lentille de printemps. Puisque voilà, c'était la variété la plus courante. Ensuite, on a testé 3 céréales. Donc, on est parti sur du seigle, de l'orge et de l'avoine vêtue. Donc, l'avoine vêtue, elle a été testée une seule fois en 2025. Donc, après, ça donnait des résultats assez intéressants. Donc, on vous l'a mis dans la présentation, mais on a très peu de recul vu qu'on l'a fait qu'une seule fois. Sur la partie orge, ça s'est plutôt bien déroulé à chaque fois, donc c'est une céréale qui est assez intéressante, on verra après dans les résultats. Et sur la partie seigle, alors c'était la céréale qui nous paraissait la plus prometteuse, puisque on peut éventuellement l'écimer. Mais là, on a eu des problèmes de disponibilité de semences pour la 2e année. Donc là, c'est pareil, on a des données, mais pas beaucoup de recul au final sur cette culture-là. Et pour le seigle, on a fait varier la densité, donc on a testé à 30 grammes mètre carré ou à 50 grammes mètre carré. Et on a testé également le fait de l'écimer. Donc l'idée, c'était que le seigle passait au-dessus de la lentille. On l'écimait, ça permettait, enfin, dans l'idée, de limiter la concurrence que le seigle pouvait exercer sur la lentille, tout en gardant la paille de seigle qui permettait de faire un effet tuteur. Et on a testé également la moutarde. Donc là, vous ne verrez pas cette modalité-là dans les résultats d'essai puisque systématiquement, elle a disparu à la levée avec
attaques parfois assez fortes d'altise. Et on a testé donc la cameline. Et là, la cameline, on a bien vu qu'il y avait un petit, en tout cas, notamment en Bretagne, un problème de levée de cette plante compagne-là. Du coup, on a travaillé un peu aussi sur la façon de la semer. Donc, soit on la semet en mélange au moment du semis de la lentille, en mélange dans le semoir avec la lentille, soit on l'a sursemée à la volée après le semis de la lentille, mais le jour du semis de la lentille, soit on l'a sursemée 10 à 15 jours après le semis de la lentille ou après le premier passage de hersétrie. Cette technique-là, elle n'est pas trop présentée, il me semble, non plus dans les résultats, puisque, quels que soient les essais, on a eu une très mauvaise levée de la cameline avec cette technique-là, donc on l'a un peu mis de côté ensuite. Donc voilà, donc pendant les 2 années, les essais ont été suivis de la même façon, on a fait tout un tas de notations, et je vais vous présenter là les principaux résultats qu'on a sortis de ces 2 années d'essais. Donc si on regarde sur la gestion du salissement, donc là vous avez la biomasse adventice qui a été mesurée à floraison de la lentille en pourcentage du témoin. Donc ça veut dire que si la barre descend en dessous de 0, on a moins de salissement dans l'association que dans le témoin. Et par contre, si on est au-dessus, on a plus de salissement dans l'association que dans le témoin. Pour vous donner une idée du salissement, je vous ai remis les biomasses en tonnes de matière sèche d'adventice dans la lentille pure. Et là, on n'a que 3 essais sur 6, puisque dans les 3 autres essais, on n'avait pas de salissement suffisant pour voir l'effet de l'association. Donc on peut dire que dans les 3 autres essais, l'association n'apportait pas d'intérêt sur le salissement, puisqu'il n'y en avait pas. Et par contre, là, dans ces 3 essais-là, on voit quand même que, quelle que soit la plante compagne, on a un effet, dans la majorité des cas, sur le salissement, donc une diminution du salissement par l'association de la lentille. Si on regarde maintenant l'impact sur la verse, donc là, vous avez les pourcentages de verse sur chaque essai. En première ligne, en gras, vous avez le pourcentage de verse dans le témoin et ensuite les pourcentages de verse dans les différentes modalités. Quand la case est en vert, c'est qu'on avait moins de verse dans la modalité que dans le témoin. Donc on voit bien que dans 5 essais sur 6, on a eu un impact fort de la plante compagne sur la verse grâce à l'effet tuteur de cette plante compagne-là. On a un cas un peu particulier en Eure-et-Loire en 2024, où là, on a eu un très gros orage juste avant la récolte. Donc, une verse qui a été importante, mais qui n'est pas forcément habituelle pour cette zone-là. Mais par contre, on avait quand même si tout était versé, on avait une lentille qui était moins plaquée au sol dans les cas où on avait une plante compagne. Donc, on a quand même un effet tuteur important quand on associe la lentille. Et si on regarde maintenant en termes de rendement, donc vous avez tous les essais représentés. Vous avez les barres qui représentent le rendement en quintou par hectare. Une barre pour une modalité sur un essai. Et la barre rouge, c'est le témoin pour chaque essai. Donc, qu'on observe, il n'y a pas d'effet significatif d'un point de vue statistique sur le rendement dans l'association par rapport aux témoins. Par contre, on voit quand même bien une tendance positive à l'augmentation du rendement quand la lentille est associée. Et cette augmentation est significative dans le cas de la Bretagne en 2024. Les 2 seules exceptions qu'on a, c'est en Eure-et-Loire en 2025, où on a eu peu de verse finalement, donc un peu moins d'effet positif de l'association sur le rendement. Et en Bretagne en 2025, où là on a battu des records de rendement et où là forcément quand on a une lentille pure qui s'en sort très très bien, le fait d'associer ne permet pas d'augmenter encore plus le rendement de la lentille. Mais dans la majorité des cas, on voit quand même une tendance positive sur le rendement du fait de la limitation de la verse avec l'ajout de la plante compagne. Si on regarde un peu en termes de coûts économiques, donc je ne vous ai pas mis de chiffres, mais je vous ai mis à gauche un peu les surcoûts
qui était lié au fait de semer en association, et à droite, les bénéfices, en tout cas économiques, qu'on pourrait en attendre. Donc, il y a le fait d'acheter les semences des plants de campagne, dans le cas où c'est acheté. Après, ça peut très bien être de la semence de ferme. Ensuite, on a l'aspect tri. Donc, on a commencé à en parler tout à l'heure. Donc là, c'est un coût qui peut être assez important, que ce soit en coût réel en euros si c'est fait par un prestataire ou à la coopérative, ou qui peut être un coût en temps passé. Sachant que là, on a testé des céréales parce qu'en termes de tuteur, c'est ce qui est assez intéressant. En termes de tri, c'est plus compliqué que de trier de la cameline. Et puis, on a un temps aussi de préparation supplémentaire au semis et au tri si le tri est fait à la ferme. En face, on sécurise le rendement de la lentille, notamment dans les zones où on a habituellement beaucoup de verse. Donc c'est le cas par exemple là en Bretagne ou un peu moins en Eure-et-Loire, mais Bretagne, Charente-Maritime, on a sécurisé le rendement. On peut augmenter la vitesse de chantier si on a une lentille qui est beaucoup moins plaquée au sol. Donc ça, on le voit un peu moins du fait qu'on soit en expérimentation, puisque du coup, nous, on passe du temps à récolter même la lentille pure. Donc on a des rendements qui peuvent être un peu surestimés dans nos témoins. Mais en tout cas, si on était avec une moissonneuse classique, le fait que la lentille soit pas plaquée au sol augmente forcément le temps passé, augmente la vitesse et donc diminue le temps passé à récolter. Et ensuite, on a cette plante de compagne. Si elle est récoltée et triée, elle peut aussi être vendue ou utilisée sur l'exploitation. Et si on fait maintenant un focus sur les modes de semis de la lentille, donc de la cameline, pardon. Donc là, c'est le nombre de pieds levés par mètre carré de la cameline associée à la lentille. Donc vous avez les différents modes de semis qu'on a testés. J'en ai pas parlé non plus, mais en Bretagne, on a essayé de la semer à très forte densité. Donc habituellement, on la met à 2 kg hectare. On l'a testé aussi à 5 kg hectare, puisqu'en Bretagne, on a un vrai problème de levée de la cameline. Donc et la barre en pointillé représente un peu l'objectif de levée qu'on avait dans l'association. Donc on visait un peu 30 plantes mètre carré levées. Ce qu'on peut voir, donc les deux essais de gauche, c'est l'essai en Eure-et-Loire. Donc dans cette zone-là, c'est plutôt la cameline semée en mélange avec la lentille qui a donné les meilleurs résultats. Donc c'est les barres en orange. Et par contre, si on regarde à l'inverse en Bretagne, où là on est complètement inversé, c'est plutôt le sursemis à la volée qui a mieux marché. Et après, en Charente-Maritime, on est un peu... Alors, c'est aussi le sursemis à la volée qui permet les meilleures densités de levée, mais on arrive aussi à atteindre notre objectif avec un semis en mélange. Donc là, on est un peu dans une zone entre les deux. Et ce qu'on voit, du coup, on voit pas forcément, mais c'est la camine en sursemis retardé. Donc là, c'est les barres rouges. Là, c'est vraiment une technique, en tout cas dans nos essais, qui n'a pas du tout fonctionné. Voilà, et il me semble... Ah oui, si, il y avait une... Donc du coup, après ces 2 années d'essai-là, nous, l'association nous paraît intéressante, surtout dans les zones où on a un fort risque de verse. Elle a un impact positif aussi sur le salissement dans la majorité des cas. Là, on manque encore un peu de recul pour vraiment préconiser des choses sur le choix de la plante compagne et les densités associées, mais on a vu quand même des tendances. Le seigle, ça nous paraissait vraiment intéressant, mais là, du coup, du fait qu'on n'ait pas de données 2025, ça nous limite un peu dans nos conclusions. L'orge, elle est intéressante aussi, mais là, ça bloque plus au niveau du tri. Donc après, Gilles, tout à l'heure, tu parlais de trieur à toboggan pour trier les céréales, donc c'est peut-être aussi une solution, mais en tout cas, dans un triage assez classique, c'est un peu compliqué. La moutarde, elle nous a vraiment pas paru intéressante du fait qu'on n'arrivait pas à la conserver dans la lentille. Sur la cameline, côté effet tuteur, quand elle est là, c'est intéressant, mais là, le problème se pose plus dans certaines zones d'avoir une bonne levée. Et sur l'essimage du sec, donc là, nous, on estime ça aussi dans des conditions XP. Sur de l'essimage en plein champ, on a eu un retour d'expérience en Bretagne où au final, le seigle essimé restait au-dessus de la lentille et finalement venait un peu
dégrader les conditions de développement pour la lentille. Donc à voir après si le fait d'essimer déjà a permis de limiter l'impact sur le rendement et après si c'est faisable aussi en conditions réelles. Voilà, je vais passer la main à Caroline pour qu'elle vous complète avec les résultats du projet W-Solène, du coup, qui a eu lieu avant le projet AssoProtect. Bonjour à tous. Donc du coup, le projet W-Solent s'est déroulé sur 2020-2023, donc avant le projet AssoProtect. Là, l'idée, c'était de travailler le soja et les lentilles. Donc là, on va parler uniquement des lentilles. Et dans ce cadre-là, il y a 14 essais qui ont été menés au total sur le Grand Ouest en lentilles pures et associées, avec différentes associations qui ont été testées. Donc vous avez là dans le tableau donc les modalités, donc la lentille pure qui servait de témoin et l'orge qui a servi de témoin sauf en 2020 pour l'association, qui ont été mises en place donc sur différentes années. Donc on peut voir que par exemple la camine en sursemis 2 kg uniquement mise en place en 2021. Vous avez également les densités de semis là qui sont ajoutées. On peut passer du coup à la suivante. Voilà, donc je vous ai mis les grandes conclusions. C'est des données que vous pouvez retrouver dans les fiches techniques issues du projet W-Solent, qui sont disponibles en ligne ou sur demande si vous les retrouvez pas. Donc là, on a l'effet des associations sur les adventices. Donc, quand vous avez une barre en rouge, globalement, la biomasse des adventices pour les associations est supérieure à la biomasse des adventices en lentilles pures. Quand la barre est verte, c'est l'inverse. On a donc moins d'adventices avec l'association qu'avec la lentille en pure. Donc on voit qu'on a, sans trop de surprise, les mêmes résultats que dans AssoProtect, un effet assez fort de l'avoine et de l'orge sur les biomasses adventices. C'est une couverture de sol qui est plutôt importante. Un effet également de la cameline quand elle a levé. Du blé dans une moindre mesure parce qu'on a vu qu'il avait tendance à se faire étouffer par la lentille. Et puis la moutarde qui avait été testée dans 2 ou 3 essais, il me semble, où là un effet assez faible, mais par contre un effet de concurrence sur la lentille qui était assez important. Donc ensuite on voit ici l'effet sur la verse, donc avec une note qui va de 1 à 10. Donc 1, on a quelque chose qui n'est pas du tout versé, et 10, on a une lentille avec son association ou en pure qui est complètement versée. Donc là, on voit un effet important de l'avoine et de l'orge sur la verse, hein, puisqu'on a des notes qui vont de 3 à 5,5 à peu près. La cameline également mélangée au semis, qui avait un effet important, avec des nuances en fonction des régions, puisque, comme l'a dit Céline tout à l'heure, des levées qui étaient un petit peu compliquées pour ce qui était des essais en Bretagne, de la cameline mélangée avec la lentille au semis. Ensuite, on a un effet un petit peu moins important de la moutarde et également de la cameline en sursemis qui, selon les régions, avait tendance à être étouffée ou à sortir un petit peu trop tard pour avoir un effet tuteur intéressant. Voilà. Et puis on voit que globalement, la lentille pure, on a quand même une verse qui est très très fréquente sur les essais. Donc en bilan, sur le choix de la plan de campagne, de ce qui est ressorti de ce projet, donc on a différencié plan de campagne donc crucifères, céréales ou autres. Donc là, autre, c'est plutôt le lin. Avec donc d'abord les effets sur les adventices qui sont forts pour ce qui est de l'orge et de l'avoine. Des effets un petit peu plus mesurés avec le blé et la cameline semés à forte densité. Des effets très faibles, voire négatifs, quand la cameline était présente à faible densité, quand il y a de la moutarde. En fait, la présence de moutarde, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que elle a tendance à empêcher la lentille de germer, de se développer autour du plant de moutarde. Et c'est des zones qui vont se ressalir derrière quand la moutarde va commencer à monter. Donc ça peut être carrément un effet négatif là-dessus.
Pour ce qui est du lin, alors autant c'est quelque chose qui est pas mal pratiqué dans certaines régions, hein, l'association avec le lin, autant dans les essais, comme on était sur des essais en micro-parcelles, on a eu des gros dégâts d'altise qui faisaient disparaître le lin quasi systématiquement. Donc du coup un effet qui a été difficile à mesurer et à évaluer. L'effet tuteur, on a globalement toujours un effet tuteur plus ou moins marqué en fonction de l'association par rapport à la lentille pure, avec donc ce qu'on a pu voir sur les graphiques précédents, hein, un effet vraiment marqué pour ce qui est de l'association avec l'orge et l'avoine et avec la cameline quand elle est bien présente. Ensuite, l'impact sur le rendement de la lentille. Donc, on a bien pris l'impact moyen par rapport à la lentille en pur. Donc, ça veut dire que pour certaines associations, des années où on est très peu sujet à l'averse ou des secteurs où on est très peu sujet à l'averse, la lentille pure a tendance à mieux s'en sortir. Des années où il y a un peu plus de verse, la lentille associée peut avoir un intérêt. Là, c'est vraiment la moyenne de tous ces essais-là qu'on a pris pour présenter cet impact-là sur le rendement de la lentille. Donc, c'est globalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact? Donc, soit un impact neutre ou positif pour ce qui est de la moutarde et de l'orge, un impact un petit peu plus limité avec la lentille, et puis mais pour les autres, des difficultés à évaluer, voire un impact vraiment très fort de l'avoine, parce que l'avoine avait tendance à faire une concurrence très très forte sur la lentille. On peut faire une double récolte, donc ça, on en a parlé tout à l'heure avec la cameline, avec quelques pertes éventuelles au moment de la moisson. Une double récolte, oui, avec le blé et puis avec l'orge et l'avoine, mais une difficulté de tri, on reviendra peut-être dessus un peu plus aussi tout à l'heure avec les témoignages. Et la moutarde, mais qui n'est pas forcément valorisée. Puis je voyais dans les commentaires tout à l'heure, effectivement, un risque au niveau allergène qui est un petit peu important. Voilà, je ne reviens pas sur les levées un peu irrégulières de la cameline, on en a déjà parlé. L'avoine, une concurrence qui peut être très forte, donc on était sur de l'avoine vêtue. Et puis pour ce qui est du blé, là aussi, si on est sur une filière sans gluten, ça peut poser vraiment problème, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur W Solent. Pour ce qui est du bilan global des essais, entre ces deux projets, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un impact, on commence à avoir des pistes un petit peu plus sérieuses sur quelles associations utiliser et dans quel secteur aussi, parce que finalement, on voit que selon les secteurs, une lentille pure, par exemple, peut s'en sortir globalement mieux si on regarde la moyenne des différentes années qu'une lentille associée. On a des pistes intéressantes qui seraient bien de creuser pour la cameline et notamment de vraiment travailler plus finement le mode de semis de la cameline avec les profondeurs, les dates, etc. Est-ce qu'on passe un rouleau derrière ou pas? Est-ce qu'on se permet à nouveau un passage de RC-tri après le semis? Enfin voilà, toutes ces choses-là. On voit qu'on a un intérêt à associer avec de l'orge notamment, mais là, ça va vraiment dépendre des possibilités de tri derrière de l'agriculteur. Et il faut bien prendre en compte le coût du tri. Pour ce qui est de la moutarde, sans doute une association qui ne serait pas poursuivie, puisque l'intérêt est un petit peu limité, et puis ça peut même éventuellement poser problème dans la culture. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je ne sais pas, Céline, si tu souhaitais compléter ou si on passe à la suite. Non, c'est bon. Ok. Une petite question sur la date de semis des lentilles en Bretagne. Alors, on a semé en fonction des années entre mi-mars et mi-avril, sachant qu'on essaye de semer le plus tôt possible. Donc, on essaye de se rapprocher plutôt de la mi-mars. Après, toute la difficulté, c'est de pouvoir rentrer dans les parcelles et de faire les semis dans de bonnes conditions. Mais c'est sûr que si on peut, on l'a vu dans une étude qui a été menée dans le cadre de l'association Lego par Terre Innovia,
qu'on a un retour de pluie en Bretagne qui est quand même assez fréquent en août, avec des pluies plus importantes en août qu'en juillet. Donc un semis précoce de la lentille, bon, associé évidemment à une année climatique favorable, permet de récolter en juillet et donc de ne pas avoir ce problème de pluviométrie de fin de cycle qui peut faire perdre une grosse partie, voire tout le rendement, soit par égrenage, soit par verse importante, soit si ensuite il pleut vraiment trop longtemps, il y a un début de pourriture qui rend la récolte impossible, quoi. Super, merci pour ces compléments. Je vous propose qu'on passe au témoignage de Nicolas dans un premier temps. Je te laisse présenter, voilà, te présenter ton exploitation, ta pratique de l'association. Ok, bonjour à tous. Donc moi, c'est Nicolas Richonnier. Je suis en bio et biodynamie installé depuis 2022. J'ai 10 ans d'expérience en tant que salarié sur une exploitation en bio. Voilà. L'exploitation fait 90 hectares. Je tourne entre 20 hectares de lentilles par an, 20 hectares de lentilles, 20 hectares de blé dur, 20 hectares de petits épeautres, des haricots secs. Voilà, à peu près le tour de la ferme. Oui, j'ai dit qu'il y a 40 hectares irrigables. Donc des fois, il faut mettre un petit tour d'eau sur les lentilles, ça fait pas de mal au moment de la floraison. Voilà. Donc après, j'ai pratiqué la lentille en pur et on s'est aperçu, vu tous les témoignages, que c'était un peu compliqué au niveau de la verse. Voilà, c'était un peu compliqué au niveau ramassage. Euh, Après, j'ai fait aussi des essais en TCS lentilles. Après, pour faire en bio, pour faire sécher les terres avant le 15 avril, c'est compliqué. Il faut brasser, brasser, brasser. Après, on est trop décalé au niveau de la date de semis. Et c'est compliqué après pour la suite au niveau des bruches. On en parlera peut-être après. Voilà. Donc, donc maintenant, au lieu de faire des TCS, depuis 3 ans, je laboure systématiquement avant les lentilles. Donc, je fais un labour en janvier, quand on peut, quoi. Un labour qui travaille un peu pour avoir un lit de semences vraiment parfait, quoi. Qu'il n'y ait pas d'adventice pour démarrer, combiné rotative, pour avoir maîtrisé sa profondeur et vraiment avoir les conditions parfaites. Donc, les Les associations, Les ça fait associations, donc j'ai commencé les associations avec de l'orge. Donc la première année, c'était lentilles orge avec 30 kg d'orge dessus. Donc le mélange était magnifique, bien récolté. J'étais content. Là, au niveau de la moisson, ça se passait bien. Et tout à l'heure, j'ai dit que j'étais dans une société de triage avant. Et donc c'est moi qui triais les grains, les essais que je faisais. Donc j'avais toute la chaîne de triage dans la tête. Et au niveau du tri de l'orge, je me suis aperçu que l'orge, on arrive à sortir les gros grains, mais tous les grains cassés par la moissonneuse, les demi-grains, ils faisaient la même taille, même forme, même poids, et on avait compliqué à sortir. Donc, ce qui me donne des coûts, ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez, des coûts énormes au niveau du triage pour de l'orge, quoi. Après, pour revaloriser l'orge. Donc après, j'ai décidé de faire une autre association, c'est lentilles, lin, avoine. Donc, mélanger les trois pour avoir une synergie. Ça s'est très bien comporté jusqu'au moment de la récolte où le lin, il a un problème récolté début juillet. Le lin, il n'est pas tout à fait mûr, quoi, donc la paille est verte. Et ça implique des coups de séchage derrière. Il aurait fallu que je fasse faucher en déné, mais faucher en déné, faut pas qu'il y ait trop de cailloux, faut avoir le matériel, faut avoir un pick-up et tout ça. Donc après, j'ai décidé de faire une autre association, c'est Lentilles Avoine. Donc Lentilles Avoine, là où ça se comporte quand même très bien, je trouve que... Mais c'est pas de l'avoine nue, c'est de l'avoine couverte. Parce Et que blanche. avoine blanche, ouais, couverte. Donc j'ai mis à 7 kg hectare. L'avoine, il n'y en a pas trop, mais elle fait effet parapluie un petit peu pour les adventices. Elle permet de faire tuteur pour la lentille, donc ça se ramasse très bien. Au niveau du triage, faut être équipé d'un trieur plan quand même, mais dans un alvéolaire, parce que l'avoine est plus longue que la lentille, donc l'alvéolaire est bien séparé. Et voilà, donc après, moi, l'objectif de l'avoine, c'est de vraiment faire un tuteur
et pas forcément, la prendre comme culture pour revaloriser, quoi. Après, si on peut récupérer pour faire des couverts ou donner aux animaux, quoi, mais voilà, je mise pas pour. C'est vraiment une plante pour récupérer un maximum de lentilles à la récolte. Euh, voilà. Et Vraiment, après, ouais, un ben, effet tuteur. Parmi les différentes associations que tu nous as citées, est-ce que certaines ont eu un effet aussi sur le salissement ou certains ravageurs ou certaines maladies? Est-ce que tu as pu observer des choses? alors, parce que moi, comme je fais des essais j'ai pas d'essais, en fin de compte, je fais tout le champ, quoi. Une fois que le semoir est réglé, je fais tout le champ. Mais au niveau salissement, ouais, je trouve que je suis quand même relativement assez propre. Dû à la densité, l'avoine couvre quand même pas mal le sol, le temps que la lentille permet de se sortir là. Euh, ouais, après les bioagresseurs au niveau bruche, bah ça j'ai pas vu, on en a tout le temps quoi, parce que même la lentille sans être en fleurs, au 15 mai j'avais déjà des bruches quoi, elles étaient déjà là, je les voyais. Donc c'est compliqué les bruches. Je sais pas quelle technique il faut faire. Mis à part, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de semer de bonne heure le plus tôt possible, à partir du 5 ou 10 février. Nous, on a la chance d'avoir des terres qui se ressuivent vite et on n'a pas de gelée, comme d'autres départements sûrement. Et donc, dès qu'on peut semer, moi, je sème, quoi. D'où l'idée de labourer au mois de janvier pour être prêt à semer dès qu'il y a une opportunité, quoi. Voilà. Et après, ouais, au niveau des bruches, voilà, ça c'est une grosse problématique aussi. Mis à part le récolter dans de bonnes conditions, c'est récolter le plus tôt possible pour pas que les bruches fassent trop de mal, parce qu'on peut perdre ouais, entre 30 et 70% de la récolte, quoi. Des fois, j'ai déjà vu des lots 70% bruchés, quoi. Donc récolter après le 15 juillet, bah, c'est compliqué, quoi. Il y a toutes les bruches qui ont travaillé, qui ont fait des trous partout, quoi. C'est un Mm. saccage. Oui, on a encore des travaux à mener là sur cette Ouais. gestion des bruches. Ne pas hésiter même dans la conversation là, si certains ont testé des choses, voilà, ou des suggestions de choses à tester pour cette gestion des bruches qui est de plus en plus problématique. Tu m'avais aussi dit, si je dis pas de bêtises, que du coup, tu inertais le produit de la récolte. Ouais, Et donc, vas-y. le plus tôt possible, ouais. Donc l'idée, c'est de récolter le plus tôt possible, quitte à sécher des fois, et inerter tout de suite les bruches dans de systèmes d'inertage, soit des big bag Nox, soit des silos d'inertage. Mais vraiment pour stabiliser toutes les bruches qui peuvent naître en même temps, quoi. Parce que les œufs sont déjà là, elles ont pondu dans la fleur, et euh, des fois en un week-end de temps ou en 5 jours, c'est une catastrophe, quoi. Et prévoir aussi, du coup, que quand tu associes avec une céréale, le poids spécifique du mélange diminue. Donc, en termes de volume de sac d'inertage, il faut en prévoir un peu plus que si tu avais une lentille en pur. Voilà, donc l'idée, ça serait de quand même que les agriculteurs soient équipés au moins d'un trieur pour faire des pré-triages. Bah, s'ils mettent de l'avoine, l'avantage de l'avoine, c'est au niveau de la moisson, elle ne se casse pas en deux, elle est molle. Donc elle est vraiment longue et elle se trie très bien au niveau de l'alvéolaire, quoi. Donc c'est trieur plan alvéolaire et puis après livré pour faire inerter quoi, le plus rapidement possible, pour sécuriser, quoi. Et depuis qu'on ramasse beaucoup plus tôt, on a moins de soucis de déchets, quoi, bah, de pertes. Parce qu'il y a la perte au champ due à l'averse et la perte par les bruches. Et là, on peut perdre 50% des rendements entre ce qu'on laisse dans le champ. Après aussi, on est équipé d'une coupe flex sur la moissonneuse. C'est une coupe qui épouse la forme du sol. Et du coup, on peut ramasser au plus près et faire travailler les rabatteurs sans forcément ramasser trop de terre ni de cailloux. Et ce qui est intéressant aussi pour ramasser peut-être un quintal de plus, mais à la valeur de la lentille, des fois, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces éléments, Nicolas. Je propose qu'on écoute aussi le retour d'expérience de Gilles et puis on se garde un temps de questions, réponses, échanges à la fin. Alors Gilles, explique-nous ton exploitation, ta pratique de l'association. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Gilles Le Guello, moi je suis double actif, hein. Je suis chargé de mission bio à la Chambre d'agriculture Pays de Loire. Donc, je suis basé à Nantes. Et donc, je suis double actif, j'ai une ferme bio en Centre-Bretagne, à Pontivy, depuis 2011.
Donc la ferme, elle fait 26 hectares, donc c'est une ferme familiale. Alors moi, la particularité, c'est que depuis 2011, je ne fais aucun apport organique. Voilà, je travaille surtout avec les couverts, enfin les trèfles blancs. Donc j'implante du trèfle blanc systématiquement avec des céréales. Et aussi là, j'ai remarqué, enfin, en culture de printemps, des blés de printemps, je vais mettre plutôt du trèfle violet. Bon, même à 1 kilo, ça marche très bien. Autrement, je fais en désherbage mécanique, c'est pareil, j'en fais très peu, sachant que je ne fais pas de culture sarclée, donc j'ai fait du maïs dans le passé, mais j'ai arrêté, il y a trop de passages. Peu de déchômage, donc comme j'implante des trèfles blancs dans les céréales, donc globalement, mon itinéraire technique, c'est un déchômage, un labour, un semis et la récolte. Et je fais ça depuis plus de 15 ans. Et globalement, les terres sont assez propres, hein, donc il y a beaucoup de groupes qui sont venus sur l'exploitation. Donc voilà, c'est globalement, enfin, il y a des retours assez positifs, quoi, assez positifs. Voilà, autrement, donc au niveau de l'assolement, donc je fais ma rotation, c'est mélange céréalier. Donc là, j'ai implanté avoine févrole d'hiver, plus du trèfle blanc. Tout ça, c'est en un seul passage. Aussi, j'ai triticale, pois févrole, triticale, pois fourragé, pois protéagineux, toujours avec du trèfle. Donc après, je vais faire du blé de printemps, toujours avec un peu de trèfle blanc, un trèfle violet. Et après, j'ai mon mélange de lentilles, lin, caméline. Je fais en généralement 3 à 4 hectares par an. Et lentilles, lin, caméline, je fais ça depuis 10 ans. J'avais commencé par la cameline en pur. J'avais fait 17 quintaux, je me rappelle. Ça date d'il plus de 10 ans. Deuxième année, j'avais fait 5 quintaux, une parcelle plus séchante. Alors moi, j'implante ça, j'ai pas changé mon fusil d'épaule depuis plus de 10 ans. J'implante ça plutôt début avril, voire mi-avril. Parce que je préfère que les sols soient réchauffés. Pour quel Euh, objectif tu as... Donc du coup, tu as plutôt associé la lentille à la cameline. Finalement, c'est d'abord et la cameline que ben, tu produisais. j'ai rencontré quelqu'un dans le sud Morbihan qui faisait de la lentille. Moi, j'avais commencé par faire de la cameline, après j'ai mis du lin, et puis je dis, tiens, j'ai rajouté la lentille. J'ai plutôt fait dans ce sens-là, en fait. Et c'est de la lentille verte. Et c'était pour quel objectif? Le côté tuteur aussi? Est-ce que tu as pu observer des choses sur le salissement, les ravageurs? Donc, là, en fait, bah oui, il y a l'effet tuteur, comme tout le monde, enfin, ce qu'on a vu. Moi, enfin, l'avantage de la cameline, c'est que ça désherbe, en fait. C'est une plante qui désherbe. Donc, mon objectif sur ma ferme, c'est de trouver des plantes qui désherbent, sachant que je passe très peu de désherbage mécanique. Et j'ai remarqué que la cameline, c'était top au niveau des herbages. Le lin, c'est un peu moins présent, mais ça me fait un débouché supplémentaire. Donc, je l'ai rajouté parce que voilà, j'arrive à la commercialiser à côté des paysans boulangers, magasins bio, aussi éleveurs qui recherchent du lin. Donc l'avantage, c'est ça. Et l'avantage, c'est que je récolte toujours quelque chose. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans que je fais ça, en fait, j'ai tout le temps récolté, quoi. Parce que, enfin, j'ai vu une conférence de Terra Novia, il disait qu'il y avait 25% des lentilles qui n'étaient pas récoltées en France, qui étaient broyées. Aussi, enfin, souvent, c'était des cultures en pur. Donc voilà. Donc, moi, je récolte tout le temps toujours quelque chose. Après, plus ça va, plus c'est compliqué au niveau climatique. On a des épisodes, enfin, de sécheresse ou des épisodes, humides au semis. Donc voilà, des fois, c'est moins évident qu'au démarrage. Bon, l'inconvénient de ce mélange-là, c'est la maturité du lin, parce que ça met plus de temps à arriver à maturité. Donc moi, mes récoltes, je fais ça plutôt fin août, début septembre. Et j'ai jamais eu trop de problèmes. Enfin, si une fois, c'était un automne hyper humide. J'avais de lentilles lin et c'était magnifique, mais genre, on n'a jamais pu rentrer dans la parcelle. Parce que ici, il pleuvait tout le temps. Et voilà. Et sur le semis, voilà, dans ton Donc itinéraire le technique, semis, comment donc tu j'ai dit sèmes, qu'on avec quel semait. outil? Donc c'est semer
un seul passage, densité, donc c'est la semence de ferme, hein. Lentille verte, 80 kg. La cameline, c'est entre 4,5 à 5 kg. Et le lin, du lin brun, c'est autour de 30 kg. Sachant que, voilà, en un seul passage. Euh, Après cette année, enfin en 2025, la récolte, là, j'ai eu plus de problèmes d'altise avec le lin. D'habitude, ça se passait pas trop mal. Et on voit, enfin, j'avais envoyé des photos, là, je sais pas si on voit, mais j'avais beaucoup moins de lin, de cameline, surtout le lin, en fait, qui a disparu. Euh, voilà, au niveau de densité, la récolte, donc au niveau des. Ça, c'est une récolte 2020, donc c'est magnifique, là. Donc là, j'ai dû faire 20, en brut 25 quintaux. Les rendements, ça va en brut, c'est de entre 10 quintaux à 25 quintaux depuis ce que je fais. Une fois trié, parce que le tri, c'est vrai que c'est un gros travail. J'ai entre 5 à 7 quintaux de lentilles vertes, 2 à 3 quintaux de lin. Et la camine, c'est entre 30 à 50% du total. Mais plus ça va, en fait, plus la cameline, c'est compliqué là. Même des voisins enfin, qui font la cameline aussi, on a du mal à avoir de la cameline là, depuis 2 3 ans. Pourtant, enfin, c'est une plante qui lui faut de l'azote. Donc normalement, je mets ce qu'il fait C'est avant. Le précédent, c'est un blé avec du trèfle. Donc j'ai du trèfle blanc avant. Et donc là, c'est la récolte de cette année là. Donc c'est un peu plus versé et il y avait beaucoup moins de cameline là. On voit comme enfin, on la photo, là, au démarrage, on voit comme j'ai quand même de la cameline, mais le lin, j'en ai pas. Il était trop petit, enfin, voilà. Il a disparu. Et une année, dans cette parcelle-là, j'avais déjà fait ce mélange-là. Et là, j'avais pas de lentilles du tout. C'était l'année où on n'avait pas du tout de lentilles dans le nord de la France. Parce que c'était un printemps hyper humide. Mais j'ai quand même récolté du lin et de la cameline. Donc, moi, je paye mes frais, enfin voilà. Et, globalement, c'est propre. Moi, j'ai des ronds de charbon comme tout le monde. Enfin, et dès qu'il y a des remèdes, je les enlève. Donc, après, au niveau comment travail, dès que c'est récolté, c'est envoyé à sécher chez un voisin enfin, qui fait de la prestation pour une CUMA, la CUMA des biotrieurs il est dans le 56, dans le Morbihan. Il travaille pour toute la Bretagne, en fait, pour des lentilles bio, enfin lentilles et autres graines. Donc, c'est séché dans la foulée, puis après, enfin, moi, je récupère la graine, je trie, parce que j'ai un petit trieur. Puis après, je renvoie parce que lui, il a la table densimétrique pour enlever les cailloux. Il a le trieur optique aussi s'il faut. Et cette Mais sur la année, comme il y a question. pas mal de bruches, donc il a fait aussi, enfin, c'est resté 3 semaines le Big Bag pour un inartage, quoi, enfin, avec le CO2, quoi. Il y avait une question Voilà. justement sur le tri, sur le débit de chantier du triage, donc je sais pas forcément par rapport à quel outil. Est-ce que tu as des références, des gammes de valeurs un peu ça sur les débits de chantier de triage selon les différents types Euh, d'outils? Là, ça va, enfin, vu l'équipement enfin, si je fais par le prestataire, c'est hyper rapide, hein. La lentille, c'est facile, c'est plus facile à trier. Même en trieur optique, il a son réglage, enfin, qui est assez, enfin, il en fait pas mal de lentilles, hein. Donc, par rapport à de la cameline, par exemple, la cameline, c'est hyper lent à trier, c'est une petite graine et c'est vraiment galère, quoi. Et je sais pas, j'ai pas les débits je sais pas, enfin, Nicolas, il sait peut-être au niveau des débits, en fait, Bah, ça en dépend outil. de la ligne de triage aussi, des machines qu'il y a de disponibles. Bah, Mais il a un nous, trieur à plat, table la- densimétrique et trieur optique. Voilà. nous, on partait 800 kilos à une tonneur, quoi, avec une deux Ouais, ça doit être colonnes ça. en colorimétrique, quoi. À peu près. Puis ça dépend du taux d'infestation, ça dépend il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, quoi. S'il y a Mm. 20% d'impureté, s'il y en a 50, c'est pas le même boulot, quoi. Il y a des repassages, voilà, il y a plein de choses. En Là, j'ai général, les, ouais, ouais. entre 500 kilos et une tonneur, quoi. En gros, je pense. Là, j'ai les tarifs, là, enfin, ça me coûte trier optique, ça me coûte 100 euros la tonne. Et s'il faut passer la table densimétrique, c'est le même tarif. Voilà, 100 euros la tonne.
Super. Il y avait Autrement, voilà. un dernier petit élément, Gilles, puis après on a encore une ou deux questions dans la Ouais, j'ai conversation. fait le tour, hein, je sais pas. Enfin, aussi, enfin, pourquoi je fais ce mélange-là? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, en fait, le lin se comporte mieux en conditions humides, dans les sols un peu humides. Et la cameline, enfin, si c'est trop humide, ça ne le fait pas. Il lui faut plutôt un peu plus des sols un peu plus séchants. Donc, comme une parcelle, c'est jamais très, très homogène. Donc, au moins, puis suivant l'année climatique, au moins, c'est complémentaire. Moi, j'ai mes trois cultures là. Je me dis, enfin, je mets pas les yeux dans le même panier. Enfin, j'ai plus de chances de récolter quelque chose, quoi. Et comme au niveau des bouchers, la cameline, ça part chez une personne qui fait de l'huile, hein, pour des cosmétiques. Le lin, j'arrive à le valoriser aussi pour les paysans boulangers ou autres magasins bio. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que le tri, l'inconvénient du lin, c'est que comme on a des brisures de lentilles, enfin, il faut faire hyper gaffe au niveau de la récolte qu'il n'y ait pas trop de brisures. Bah, après le lin, on se retrouve avec que des brisures de lentilles dans le lin, et là, c'est compliqué au niveau tri, quoi. Donc, voilà. Et on ne peut pas tout avoir, enfin, c'est jamais 100% positif, quoi. Super. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Moi, je retiens le message, hein, finalement, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que les associations permettent finalement aussi de sécuriser les récoltes avec certaines années où peut-être une espèce plus qu'une autre va mieux s'en sortir, des fois le mélange, surtout avec... Il y a aussi, enfin, juste l'effet biodiversité aussi, parce que le fait, enfin, dans ma rotation, ça permet aussi d'avoir enfin, des oléagineux. Et ce mélange-là, en fait, c'est la période de pollinisation. On a les abeilles, on a les insectes. Et le fait de faire ces associations-là, on a des fleurs, quoi, en fait. On a la cameline, on a le lin. Donc, on a aussi des adventices, mais je peux avoir des matricaires, il peut y avoir des choses. Mais après, c'est pas un souci. Une fois que c'est séché, qu'on a trié, on arrive à enlever ça, quoi. C'est pas... Donc, il faut aussi penser à tous ces insectes, les pollinisateurs, qui ont besoin de croûter pendant le printemps, quoi. Oui, complètement. Merci Gilles pour ce mot de la fin. Avec en effet, hein, une problématique, notamment pollinisateur, biodiversité, ou un besoin d'échelonner les périodes de floraison des cultures ou des aménagements adjacents pour leur fournir des ressources tout au long de l'année, notamment en période de fin de floraison massive des cultures comme le colza ou le tournesol. Une petite question peut-être de précision pour Guillaume. Si tu te rappelles, est-ce qu'il y avait des résultats d'essais qui traitaient de variétés de lentilles corail ou noires en association? De mémoire, non. De mémoire, plutôt non. Non. C'était que de la lentille verte. Ok, très bien. Donc on va arriver au terme de notre durée de webinaire prévue. Si vous avez encore une ou deux questions, allez-y, c'est le moment pendant que je fais une dernière présentation entre guillemets des livrables du projet. Donc le projet s'arrête là en fin d'année. On a toute une série de livrables qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc, d'une part, vous pouvez retrouver les deux précédents webinaires avec le support PowerPoint sur le site du projet Assoprotec sur la page du Champ d'agriculture Pays de la Loire, ainsi que certains premiers livrables, notamment par rapport à la référence tech, entre guillemets, qu'a présenté Guillaume, hein, donc un fichier Excel où vous pouvez retrouver l'ensemble des références qu'on a mobilisées pour la synthèse des effets des bioagresseurs, qui est aussi accompagné d'une synthèse PowerPoint avec les différents graphiques sur les 4 types d'associations. À venir très prochainement, vous allez retrouver, donc qui ont été plébiscités, hein, dans les enquêtes mentionnées par Olivier, des vidéos témoignages sur comment mettre en œuvre certaines associations, donc avec des retours d'expérience d'agriculteurs sur la mise en œuvre de l'association du colza, de la lentille, voilà, vraiment différents types d'associations dans les quatre coins de la France. Des fiches témoignages également, 20 fiches témoignages qui arrivent sur, pareil, là encore, la pratique de producteur,
quel type d'association, à quelle dose, quel est un peu leur itinéraire technique générique sur cette association, les bénéfices qu'ils en retirent au niveau des bioagresseurs, et puis un petit conseil de leur part sur ce qu'ils recommandent pour se lancer dans la pratique à d'autres agriculteurs. Un vrai ou faux également sur les associations pour voilà, se tester, utiliser en formation, un format un peu plus ludique entre guillemets pour s'approprier ces références-là. Et puis, donc voilà, vous retrouvez l'ensemble de ces livrables sur la page agriconnaissance.fr. Olivier, vous avez mis le lien dans la conversation. Donc c'est un site qui est assez générique aussi, vous retrouverez vraiment plein de ressources assez intéressantes, potentiellement sur le désherbage mécanique, sur la biodiversité. Et puis dans la rubrique gestion des bioagresseurs, vous allez retrouver les produits Protect et d'autres également sur cette thématique. Donc ça permet de centraliser des ressources autour d'une thématique donnée. Voilà, Olivier, je te laisse si tu veux compléter pour un dernier petit mot de la fin. Eh bien, écoute, merci Lola pour avoir orchestré de manière géniale ce dernier webinaire. On voulait juste vous dire qu'il y avait la dernière association, donc céréales, légumineuses à petites graines, pour laquelle on ne fera pas de webinaire, mais il y aura une partie des ressources, donc effectivement vidéos, fiches témoignages, etc., qui seront disponibles sur le site AgriConnaissance. Écoutez, voilà, on est très content d'avoir pu partager ça avec vous et n'hésitez pas à votre tour à repartager le replay ou les ressources qu'on aura produites et à nous interroger ou nous interpeller si vous avez des envies, des souhaits de projets, de thématiques à travailler. Hein. Voilà. Et merci aux présentateurs et aux agriculteurs et merci à vous pour votre attention. À bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Euh,